Ce programme vous est présenté par Ma. Alors, cher Hiram, on va continuer l'entretien. Cette fois, on va passer à une petite rubrique que j'appelle un nom en commentaire. Ok. Je vais vous donner des noms des personnalités politiques ou autres et je te prie de faire un commentaire. J'espère que tu ne me demanderas pas trop de parler de mes adversaires politiques. Bon, alors, je ne vais pas vous donner les noms de vos amis, en tout cas. Ça marche. Ça, c'est sûr. Première personne, Maurice Kamto. Un acteur majeur de l'opposition camerounaise depuis bientôt 10 années. Le premier classé d'après les résultats de l'élection présidentielle de 2018. Je pense un nombre de droits exceptionnels. Et sur ce terrain, on doit être fier d'avoir des personnes qui représentent et qui vendent l'image du Cameroun à l'international comme lui. Et je pense quelqu'un qui a encore, si le chef de l'État à 92 ans dit qu'il a encore la foi, la fougue de servir le peuple et la jeunesse camerounaise, je pense qu'il y a encore des choses que nous pouvons tirer de l'expérience du professeur Maurice Kamto. OK. Cabral Libi. Quelqu'un qui a osé à un moment donné où ce n'était pas forcément envisageable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on se moque d'ailleurs de nous, les nouveaux candidats déclarés jeunes, en disant que nous venons faire une Cabral. Et donc ça témoigne de ce qu'il a eu, de ce qu'il a pris comme risque. Moi, quand je parle des acteurs politiques, quels qu'ils soient, même si je ne suis pas en accord avec eux sur le détail de leurs propositions, de leur stratégie, j'ai toujours immensément du respect pour eux. Parce que je sais ce que ça veut dire que d'être un opposant au Cameroun. Je sais encore plus ce que ça veut dire que d'être un opposant quand on est jeune au Cameroun, c'est-à-dire quand on devrait, d'après les autres, être concentré à nourrir sa famille et qu'on vient s'attaquer à la nourriture des vieux. Les autres, voilà. Les anciens. Donc, juste pour cela, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable Cabral Libi, pour ce qu'il a fait et continue de faire en matière d'éducation et d'encouragement des jeunes à l'implication dans le champ politique. OK. Alors, on va terminer par celui dont vous cherchez le fauteuil. Oui. Paul Biya. Un homme de son époque, mais son époque est passée, qui a commencé sa carrière dans l'administration publique, il avait 29 ans, et qui a bâti un système dans lequel on nous dit qu'à 36 ans ou 37 ans, on est trop jeune pour être président de la République. Un homme qui s'est, qui avait, voilà, pour être simple directeur. Un homme qui, je pense, avait beaucoup de convictions au départ, qui avait de la volonté, et qui s'est installé. Je ne sais pas si c'est du défaitisme, je ne sais pas pour quelle raison exactement, et qui, à mon sens, a oublié ce pourquoi il était là. Et donc, je pense que, comme le président Ahidjo, si j'aspire à être le 3e président de la République, je dois rendre hommage et respecter mes prédécesseurs. Chacun d'eux a fait ce qu'il a pu dans les limites de ses compétences. Je pense que le président Biya a suffisamment donné. Il ne peut plus. Il faut qu'il laisse aussi comme ça. Merci. Il faut qu'il laisse aussi comme ça. Alors, on va passer à la dernière rubrique, la rubrique économie. Okay. Économie. Mais avant d'arriver à la rubrique économie, je me disais bien on va quand même faire 2-3 faits divers. Okay. On va quand même faire 2-3 faits divers. Alors, au Cameroun, il y a 2 grands partis politiques. Ah bon, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas? Non. Il y a les hiboux et les églisiens. Parce que là, c'est le cœur même du Congo, ça. Ah bon? Donc, alors, c'est où tu es de l'un ou tu es de l'autre de ces partis. Hiram Samuel Iodi est duquel de ces partis? Moi, je croyais qu'il y avait 2 partis au Cameroun, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Parce que on peut faire un parallèle. Et dans les hiboux et les églésiens, là, il y a la catégorie qui mange et qui ne mange pas. Les 2 mangent? Oui, c'est ce que je dis. Dans chacune de ces catégories, il y a la tête minoritaire qui mange et qui entraîne la grande masse majoritaire qui ne mange pas. Oui, mais là, tu veux m'amener dans truc politique. Je vais répondre. Et je veux justement dire que dans chacun de ces camps-là, ceux qui mangent embrouillent ceux qui ne mangent pas. Donc, je ne suis malheureusement ni hibou, ni églésien. Je pense que ces 2 camps ont offert un triste spectacle au Cameroun et un triste spectacle du Cameroun à l'international. On ne peut pas se chamailler en monovision sur des affaires de football. Mais je voudrais quand même dire ça nous a appris qu'il y a un certain nombre de réformes qu'il faut rapidement mettre
dans la conduite de nos politiques publiques en matière de sport. La première des choses, c'est que le ministre des Sports ne peut pas uniquement être le ministre du football. Et que nous, notre espérance aurait été qu'il accorde aux autres disciplines sportives la même attention qu'il accorde au foot. Et les mêmes moyens. Voilà, moi j'ai fait du foot, mais j'ai aussi fait beaucoup de basket. Et je vois, on a aujourd'hui un Camerounais, Pascal Siakam, qui joue les finales de la NBA. Quand même. On a eu un Camerounais, si la double nationalité est accordée, Joel Embiid, qui a été MVP, meilleur joueur de basket du monde. On a des Camerounais qui se battent tous les jours pour former dans certaines disciplines de l'athlétisme et de autres, et il n'y a pas les mêmes moyens qui soient alloués. Donc, ce que ce scandale m'a révélé, et je vais parler pour le cas des hiboux, parce que je crois que c'est eux, c'est l'incapacité de notre ministre d'être le ministre de l'ensemble des disciplines sportives. Et non, c'est les Églisiens qui ont relevé ça. Oui, mais qui ont relevé cette insuffisance des hiboux. Voilà. Et du côté des Églisiens, ce que ça nous a révélé, c'est qu'on ne peut également pas avoir, pour un pays grand comme le Cameroun, qui est quand même 5 fois champion d'Afrique, qui est le premier pays africain quart de finaliste de la Coupe du Monde. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. On ne peut pas, médaille d'or aux Jeux Olympiques, avoir une organisation du football qui continue de dépendre des financements publics. Parce que c'est là le nerf de la guerre. Moi, je suis un pétrolier. Dans le métier du pétrole, il y a 4 grands principes. Mais le premier principe qu'on nous répète quand vous commencez votre carrière, c'est que c'est celui qui paye qui parle. Donc, tu ne peux pas être chez toi, c'est le voisin qui rationne. Et puis, quand il est dans ta cuisine pour dire voilà ce qu'on mange, tu dis qu'il n'a pas de droit chez toi. Ça devient compliqué. Donc, le seul moyen d'empêcher le voisin de venir donner des ordres chez toi, c'est d'être indépendant. Et donc, il faut rapidement, je sais que le président Samuel Eto'o a engagé ce chantier et je l'encourage, il faut rapidement parvenir à une fédération camerounaise de football qui soit indépendante financièrement. Et si elle l'est, je pense que dans sa prise de décision, elle sera également indépendante. Alors, si Samuel Yoda est président de la République, quelles sont les réformes qu'il va apporter au sport camerounais? Et surtout les rapports entre le ministère en charge des sports et les différentes fédérations de football. La première des choses, c'est qu'il faudra autonomiser rapidement les fédérations. Le travail du ministre, il n'y a pas que dans le foot. Je pense que, je ne sais pas si dans la fédération camerounaise de judo et de boxe, il s'est initié dedans, dans celle de tennis ou de tennis de table également. À un moment Parce qu'il n'y a pas autant d'argent en boxe. Oui, c'est ça le problème, mais il faut faire confiance aux acteurs pour qu'ils s'autogèrent. Le travail du ministre, c'est de s'assurer que la vision du chef de l'État, traduite par une politique que défend le Premier ministre, est implémentée dans le département ministériel dont il a la charge. C'est-à-dire, est-ce que nos sportifs ont les moyens qui leur permettent de s'entraîner? Est-ce qu'ils ont les infrastructures? Est-ce qu'ils ont l'accompagnement en termes de formation? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer à l'étranger pour apporter des médailles au Cameroun? C'est là que s'arrête le travail du ministre. Le ministre n'a pas intervenu dans l'élection des présidents de fédération, dans les choix des entraîneurs. Et donc, très rapidement, en tout cas dans notre gouvernement, nous aurons un gouvernement, je ne vais pas dire déconcentré, où nous aurons énormément de réformes à mettre en place sur 7 ans. Déjà, je le dis un peu, parce que c'est aussi l'une des clés de notre gouvernance, on a trop de ministres au Cameroun. Ça, il faut le dire. Nous sommes un pays de 30 millions d'habitants qui a 63 membres du gouvernement. Pour les gens, ça a l'air normal. Parce que les curiosités camerounaises... Enfin, pour ceux qui mangent, c'est normal. Pour ceux qui mangent. Et nous les perturbons quand nous venons en parler. La France, c'est 70 millions d'habitants. C'est un gouvernement d'une trentaine de ministres. Nous estimons que... Parce que justement, Yaoundé, et j'appelle ça Yaoundé sans, j'allais dire, catégoriser les habitants de Yaoundé. Mais quand je parle de Yaoundé, je parle du lieu du pouvoir. Yaoundé a décidé de gérer tout seul l'argent des Camerounais, d'empêcher les présidents de fédération de prendre leurs décisions et donc d'être partie prenante de tous les micro-décisions dans lesquelles, en réalité, le ministre n'a absolument rien à voir. Nous allons réduire la taille du gouvernement. C'est l'une des premières mesures que nous allons prendre. Nous allons passer d'un gouvernement de 63 membres à 20 membres où les ministres vont se concentrer sur l'implémentation des réformes structurelles et vont laisser les administrations déconcentrées, parmi lesquelles les associations, faire leur travail. Je pense que c'est important. On n'est pas ministre parce qu'on est récompensé d'avoir obtenu un score électoral soviétique dans son département. On est ministre parce qu'on sert les besoins des Camerounais. Et quand on est ministre en charge des sports, ce qui doit nous guider, c'est de savoir si les décisions qu'on prend profitent prioritairement aux athlètes et aux amateurs du sport camerounais.
Voilà les décisions que nous prendrons pour que les fédérations soient plus autonomes dans leur prise de décision. Super. Alors, il y a quelques semaines, on a vécu un fait divers qui a, on va dire, ébranlé l'opinion nationale et même internationale. C'est le meurtre de bébé Mathis, qui a été quelque chose de très horrible. Alors, moi, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est l'appareil judiciaire. C'est vrai que plus tôt, tu as déjà parlé à peu près des réformes que tu mettras en place une fois président de la République. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de lenteur de l'appareil judiciaire face à ce crime qui était particulièrement odieux? Non, tu me permets de témoigner toute ma douleur, ma sympathie et mes condoléances à la famille de ce petit être, Mathis, qui avait toute la vie et tout l'avenir devant lui. Le Cameroun subit une multiplication de scandales judiciaires ces dernières années. Tu es artiste, donc tu es proche des journalistes. On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de Martinez Zogo. Martinez Zogo. Je pense qu'il y a eu Ouazizi Samuel quelques semaines avant. On a eu une de nos jeunes sœurs institutrices qui est morte rouée sur les coups de son époux, qui a été acquittée par les tribunaux camerounais avec une amende de 52 000 francs CFA. La justice camerounaise s'effondre. Et quand la justice s'effondre, la société s'effondre. Et là, tu me permettras de tirer, mais je le fais avec respect et par amour pour eux, un tout petit peu sur l'ENAM. Nous avons construit une école nationale d'administration et de magistrature dans laquelle j'ai l'impression qu'on explique à nos frères et sœurs qui y vont, qui sont des princes au-dessus de tout. Ils sont élevés à la pratique du pouvoir et deviennent finalement des esclaves du pouvoir. Ils oublient qu'ils sont d'abord des serviteurs. Là, je parle de manière générale parce que le constat qu'on fait, la justice s'accompagne d'un certain nombre de services déconcentrés, dont la préfectorale et les autres, qui ont exactement le même type de comportement. C'est-à-dire que c'est des rois qui, assis sur leur trône, oublient qu'il y a une loi, une constitution, des textes qui régissent notre vie en communauté et que le devoir d'un magistrat, c'est de dire la loi. Le devoir d'un inspecteur de police, d'un adjudant à la gendarmerie, à la police judiciaire, c'est de respecter les textes de loi pour protéger la sécurité des citoyens camerounais. Finalement, nous nous sentons en danger dans notre pays. Donc, très clairement, pour le cas de la justice, il faudra réformer l'ENAM. Parce que là, j'ai parlé spécifiquement tout à l'heure de la sortie du pouvoir exécutif, de la gestion continue de la magistrature. Mais je pense qu'il faut réformer l'ENAM. Dans les contenus d'enseignement et dans la valeur morale et psychologique que l'on transmet à ceux qui sont supposés conduire le fonctionnement de notre administration publique, il faut qu'on ait des contenus qui leur rappellent qu'avant tout, ils sont des serviteurs du peuple, ils sont des serviteurs de la loi, ils doivent prendre des décisions dans des délais de temps les plus brefs possibles et s'assurer qu'ils protègent les droits et les devoirs du peuple camerounais. Certains, l'honorable Joshua aussi proposait en 2018 simplement de supprimer cette école-là. Je ne pense pas qu'il faille la supprimer, mais je pense que dans l'éducation et la construction des administrateurs publics du Cameroun, il y a quelque chose de profond à revoir pour qu'à l'image de la tradition africaine, ils redeviennent les serviteurs de la communauté. Ok. Alors, dernière question avant de passer à la rubrique économique. Est-ce que si Hiram est président de la République, les meetings des partis politiques ne seront pas systématiquement interdits par le sous-préfet, comme c'est quasiment le cas maintenant? Je rappelle que sur ce plan-là, nous sommes sur le régime de la déclaration. Et c'est important, pas de l'autorisation, c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand vous voulez tenir une manifestation publique, vous avez l'obligation de la déclarer. Le sous-préfet, d'après la loi, n'est pas tenu de l'autoriser. Par contre, il peut l'interdire s'il apparaît qu'un certain nombre d'indicateurs de troubles à l'ordre public se présentent. C'est ce qu'ils disent pour interdire systématiquement. Je veux d'abord commencer par dire que sous ma présidence, il n'y aura pas de sous-préfet. Parce qu'il faut commencer par là. Ah. Voilà. Nous promettons ou nous défendons une architecture de l'État à 3 niveaux. La commune, qui est en charge des questions de développement local, on en a parlé un peu tout à l'heure. La région qui assure la coordination, notamment sur le plan des infrastructures. Donc c'est la région qui sera chargée
de la construction des routes, des écoles, des centres de production et de distribution d'énergie, des hôpitaux. Et l'État central, c'est pour ça que le gouvernement revient à 20 membres qui s'assurent des questions régaliennes. Le lien entre l'État central et ce qu'on appelle aujourd'hui les collectivités territoriales décentralisées sera assuré à l'échelle des départements via les préfets. Donc nous n'aurons plus de sous-préfets. C'est d'une inutilité. Et nous n'aurons plus de gouverneurs parce que nous aurons à la tête des régions un président de région élu et qui n'aura pas besoin d'un représentant de l'État qui vienne contrôler son travail. Il sera autonome. Le maire sera autonome. Et donc le sous-préfet déjà, qui souvent joue un rôle de contrôle de l'action du maire. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons une architecture institutionnelle où les personnes qui sont élues par le peuple sont contrôlées par ceux qui sont nommés. Ça ne fait aucun sens. Donc il n'y aura plus de sous-préfet. Donc ceux qui feront des manifestations publiques, les partis politiques, devront simplement déclarer auprès du préfet et qu'ils soient pleinement rassurés qu'ils pourront mener leurs activités sur la place publique en toute tranquillité. Vous me permettez un peu de dénoncer ce qu'on a observé, puisqu'on est dans les faits divers, avec le MRC il y a quelques jours, à Douala, où on a interdit la circulation des mototaxis. Je ne pense pas qu'il y avait une urgence sécurité à Douala. Potentiellement lié au fait qu'un leader de parti politique revient d'un séjour à l'étranger et souhaite être accueilli par ses militants. Ce n'est pas ça le travail du préfet, ce n'est pas ça le travail du sous-préfet. Nous avons d'autres urgences au Cameroun et donc nous allons supprimer ces fonctions et ces mécanismes qui empêchent les Camerounais d'exercer leurs droits et leurs libertés en toute quiétude. Ok, merci, ça c'est clair. Et quelle serait la forme de l'État? Fédéral, décentralisé, ou alors ça va continuer comme ça? Deux choses. À la question qui m'a été posée tout à l'heure, j'ai expliqué que nous avons un principe. Il y a le projet de la forme de l'État que le MP3 défend, et il y a comment est-ce qu'on doit implémenter cette forme de l'État. Donc je vais commencer par notre projet. Nous défendons un État fédéral ou régional, je laisse le terme aux spécialistes, mais en tout cas un État qui aura 5 grandes régions autonomes. Le contour de ces régions sera discuté dans la conférence nationale souveraine, mais je vais revenir sur la conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que nous analysons notre territoire sous l'œil des traditionalistes africains que nous sommes. Et la tradition, c'est d'abord l'observation de la nature. C'est de regarder quelles sont les ressources et quelles sont les richesses que la nature a mises à notre disposition. Parce que le meilleur moyen de les organiser de manière optimale, c'est de se conformer à la logique de la nature. Et donc, le Cameroun a 5 grands écosystèmes, 5 grandes zones climatiques, c'est 4 ou 5 selon comment on les découpe. Et le Cameroun a également 4 ou 5 grandes aires culturelles. En réalité, parce que les peuples s'installent sur des territoires en fonction du climat, parce qu'ils ont des habitudes spécifiques qui sont liées aux saisons climatiques, des habitudes culturelles, mais aussi des habitudes économiques. Et donc, nous serons 5 grandes régions qui vont représenter la côte du Cameroun, la région des montagnes, la forêt équatoriale, le plateau de la Damawa et le Sahel dans le nord. Ces 5 régions-là vont donc correspondre à 5 modèles de vie, à 5 modèles de création de la richesse, à 5 modèles d'interaction culturelle. Donc voilà la forme pour la question spécifique de la forme de l'État. Ça ne se rapproche pas un peu du programme de certains candidats qui parlent du communautaire? Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, du régionalisme communautaire, je crois. Ce n'est pas la base communautaire qui fixe le découpage des territoires. Pour nous, c'est vraiment la viabilité économique des territoires qui est prioritaire. C'est ça. Donc pour nous, c'est d'abord la viabilité économique pour construire ces 5 régions-là. Et effectivement, à l'intérieur des régions, nous pourrions avoir un découpage. Chaque région sera dotée de 10 à 15 départements. Un découpage qui suit l'implantation territoriale de nos grandes communautés. Mais l'argument prioritaire, c'est la viabilité économique. On ne crée pas des régions pour en créer. On crée parce qu'on s'est assuré que ces régions sont dotées de toutes les potentialités pour nourrir les populations qui y vivent. Mais après avoir dit cela, ce que nous disons aussi, c'est que la forme de l'État est une question tellement sensible, surtout avec la crise anglophone, qu'un seul acteur politique, même s'il était le vainqueur de l'élection présidentielle, ne pourrait pas décider de lui tout seul de comment est-ce qu'on va découper le territoire camerounais. En 1885, les gens se sont assis à Berlin, ils ont découpé notre territoire, on n'était pas là-bas, et ils nous ont dit qu'on devait constituer un pays.
Quand l'Allemagne, on nous a mis dans le gâteau de l'Allemagne, quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, ils se sont encore assis et ils ont décidé que maintenant on passerait comme un territoire sous tutelle et sous mandat de la France et de l'Angleterre. Donc le territoire qui était allemand, là, on l'a divisé en deux. Et puis finalement, le courage, et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller parler à nos frères et sœurs anglophones, le courage que nos frères et sœurs ont eu en 1961 a décidé de revenir vers nous pour qu'on continue cette dynamique de construction d'un destin commun, a fait qu'on revienne à un territoire commun. Mais jamais dans l'histoire du Cameroun, les Camerounais eux-mêmes ne se sont assis et ont décidé de comment est-ce qu'ils veulent découper et administrer leur territoire. Donc nous allons gagner l'élection. Nous allons immédiatement initier des consultations dans toutes les régions du Cameroun, tous les départements et toutes les communes, avec l'objectif qu'un an après notre élection, en octobre 2026, nous puissions tenir une conférence nationale souveraine à la suite de laquelle les représentants du peuple camerounais vont proposer un projet de constitution. Donc dans ce projet-là, il y aura la question de la forme de l'État, il y aura la question des rapports entre les administrés et les administrateurs, et il y aura également la question de la gestion de nos ressources. Parce que pour nous, la ressource doit être gérée localement. Ça, c'est une question... Là-dessus, j'ai une réponse très claire. Hein. Okay. Nous sommes sur une limitation à 2 mandats. Le débat, c'est s'il est de 5 ans ou de 7 ans, mais nous sommes sur une limitation du mandat présidentiel à 2 mandats. Et donc, c'est à travers la conférence nationale souveraine que les Camerounais décideront en définitive de la forme de l'État. Je pense que nous aurons les arguments pour les convaincre d'aller vers notre modèle, mais il faudra les laisser choisir. Et on ne va pas s'arrêter là. Nous allons sortir de la conférence nationale souveraine en octobre 2026 et nous allons organiser un référendum en février 2027 pour que le peuple camerounais, chaque Camerounais aille aux urnes et valide le projet de constitution. Donc c'est pour dire que nous soumettons un projet, mais c'est les Camerounais qui choisiront de la forme de l'État sous la République que nous entendons gouverner. Ok, merci. Alors, nous arrivons à la dernière rubrique, la rubrique économique. Alors, pour la rubrique économique, on va faire simple. Oui. Je vais te demander, candidat Hiram, de nous parler du programme économique que tu vas mettre en place une fois président de la République. Merci Valérie. Bon, je vais me répéter un peu parce que le programme économique que je vais mettre en place tourne presque essentiellement sur l'industrialisation massive du Cameroun. Notre constat est que chacun des départements, pour le moment, nous en avons 58. Comme je vous l'ai dit, sous la forme de notre État, nous aurons 10 à 15 départements dans chacune de nos 5 grandes régions. Donc nous aurons entre 50 et 75 départements. Chaque département du Cameroun est doté de richesses naturelles spécifiques, que ce soit des richesses agricoles ou des richesses minières et pétrolières. Le principe pour nous, c'est d'avoir un modèle économique qui s'adapte aux richesses de chaque localité. Et pour être très précis, nous allons identifier dans chacun de nos départements 3 filières agricoles et 2 filières énergétiques ou minières. Et nous allons construire le développement économique de chacun de nos départements sur un maximum donc de 5 filières. Dans ces filières-là, l'État va s'assurer de donner aux régions tous les moyens dont elles ont besoin pour bâtir un écosystème qui soit donc favorable à la transformation locale des ressources dans les départements que les régions vont contrôler. Donc en fait, c'est un modèle économique déconcentré où localement, les populations vont pouvoir bénéficier de la plus-value des richesses du sol, du sous-sol et même du climat. Donc voilà le modèle économique que nous défendons, mais qui n'a de sens, comme je l'ai dit, que si on interdit l'exportation des matières premières pour que justement cette matière première-là devienne le socle et la fondation de la construction d'une économie de la production qui va permettre que les populations camerounaises soient autosuffisantes sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique, mais aussi que notre Made in Cameroun permette que nos produits aillent à la conquête des autres marchés africains. Donc voilà un peu la philosophie qui va guider le modèle économique que nous allons conduire à la tête de l'État à partir du mois d'octobre 2025. Excellent. Alors, je veux savoir, que pensez-vous de la, on appelle ZLECAf? La ZLECAf, la zone de libre-échange. Voilà, et de l'import substitution prôné par l'État du Cameroun. Bon,
Je commence par l'import-substitution. Ok, on commence par là. Quand vous mettez en place une politique d'import-substitution, ça veut dire, comme ça le dit, que vous remplacez l'importation par des filets de production locale qui vont permettre que les biens de consommation qu'on importait avant, on puisse les retrouver directement produits sur le marché local. L'État du Cameroun a annoncé la mise en œuvre d'une politique d'import-substitution, mais dans certaines filières industrielles, vous vous rendez compte que les importateurs ont encore plus d'avantages fiscaux que les industriels. Ah. C'est-à-dire que le commerçant, et je ne les critique pas, c'est noble également d'être dans le marché de la distribution, mais le commerçant qui fait vulgairement ce qu'on appelle du Baye Amselam, et c'est vrai que c'est les Baye Amselam qui sont les maîtres de notre économie, qui achètent, rajoutent une marge et vendent, a souvent plus d'avantages fiscaux que l'industriel camerounais Qui fabrique, qui va produit. investir des centaines de millions pour mettre en place des industries, qui va employer des centaines de Camerounais, se retrouve avec un poids fiscal plus important. Donc je pense que dans cette politique d'import-substitution qui partait sûrement d'une très bonne intention, il faut rapidement revoir le modèle fiscal qui est imposé aux industries camerounaises pour qu'elles puissent donc avoir du souffle pour réinvestir, agrandir leur capacité de production et donc mettre sur le marché des produits qu'on n'aura plus besoin d'importer. Donc je pense que pour le moment, cette politique d'import-substitution est un échec. Maintenant, sur la ZLECAf, moi je suis un panafricaniste. Et l'objectif final du panafricanisme, c'est un État africain, un marché africain, une monnaie africaine et une langue africaine. Donc je ne peux qu'être un fervent défenseur de la mise en œuvre de la ZLECAf pour que les biens de consommation puissent circuler avec plus de fluidité entre nos pays. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut une intelligence derrière. Et c'est pour ça que notre projet est basé sur la nécessité pour le Cameroun de reprendre son leadership dans la construction de ce destin panafricain commun. Parce que pour le moment, nous sommes en retrait. Et donc, dans cette démarche-là, nous devons rapidement organiser des zones de production sur le territoire continental africain. Des zones de production spécialisées. C'est-à-dire que vous avez des pays qui vont être spécialisés, comme le RD Congo, grâce à son potentiel hydrologique immense, sur la production d'électricité pour l'ensemble du continent. Sur les filières agricoles et minières, il nous faut une entente panafricaine pour que tout le monde ne fasse pas tout et n'importe quoi et que les pays se spécialisent sur des biens particuliers sur lesquels ils vont développer un label et donc favoriser ensuite l'échange en abaissant complètement les barrières de douane et de fiscalité pour que ces produits soient ramenés sur l'ensemble du continent à des prix qui sont favorables au portefeuille de nos concitoyens africains. Et comme je dis, le Cameroun est une chance et peut-être ne percute pas nécessairement sur l'opportunité qu'il peut tirer de cette ZLECAf-là. Le Cameroun est la locomotive de la CEMAC. Le Cameroun est également un pays qui a un lien particulier avec les autres pays de la CEAC. C'est-à-dire que quand on rajoute la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire. Nous partageons la même monnaie. Mais il y a la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, où nous avons des pays qui sont les futurs locomotives du continent africain par leur potentiel naturel. Vous avez l'Angola et le RD Congo. RD Congo fait pratiquement 100 millions d'habitants. Et vous ajoutez à cela, comme j'ai dit, la frontière que nous avons avec le Nigeria, 200 millions d'habitants. Ça veut dire que le Cameroun, naturellement, a accès à un marché de 400 millions de consommateurs sans faire d'efforts. La ZLECAf est une opportunité pour nous que les industries que nous allons construire en ayant annulé l'importation de nos matières premières aient donc un marché de 400 millions d'habitants auprès desquels elles peuvent commercialiser ces produits made in Cameroun de haute qualité. Mais au-delà de la ZLECAf, je pense qu'il faut aller plus loin, comme je l'ai dit dans notre idée de panafricanisme. Il faut qu'on aille rapidement vers un grand marché africain unifié. Et sur le plan monétaire, je ne peux donc pas parler d'un marché unifié sans parler de la nécessité qu'on ait une monnaie panafricaine. Nous devons y travailler. Et qu'on ait une langue. L'Union africaine a déjà adopté le Swahili comme langue. Qu'on ait une langue qui sera enseignée à tous nos enfants pour que cette langue-là, donc, non seulement elle porte notre culture, elle porte notre essence. Vous savez qu'il y a des choses qu'on dit dans nos langues qu'on a du mal à traduire en français. Tout à fait. Parce qu'elles traduisent notre identité. Il faut donc qu'on ait cette monnaie et cette langue qui vont permettre de construire un continent suffisamment fort. Et je pense que c'est le destin de l'Afrique. L'Afrique doit être le leader du monde de 2050. On ne peut pas le faire
sans abaisser les barrières, comme le fait les dispositions de la ZICAF. Merci. Alors, cher candidat déclaré, Hiram Samuel Iodi, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, pour conclure l'émission, je vais te demander de parler face à cette caméra et de t'adresser aux millions de Camerounais à qui tu demandes les voix pour t'amener à la présidence de la République en octobre. Merci beaucoup Valérie. Aux Camerounais, mon message est simple. Le programme politique que je défends, celui du MP3 à l'élection présidentielle de 2025, commence par une citation de Frantz Fanon qui nous rappelle que chaque génération doit, dans une relative opacité, définir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense que chacune des générations de nos pères fondateurs a accompli sa mission. La première génération des Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, Endande Bita, Dikan Pondo et tous les autres. La deuxième génération des pères fondateurs de l'UPC, Ruben Oumiobe, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier, Osende Afana, Abel Kingé. La génération de nos parents, les parents de ma génération à moi, qui ont combattu pour qu'on ait un minimum de liberté et de démocratie au début des années 1990. Et donc aujourd'hui, notre génération à nous est face à l'histoire. Et nous devons prendre la responsabilité d'accomplir notre devoir face à l'histoire. Notre génération doit être celle de l'accomplissement et de la réalisation des rêves de nos pères fondateurs. Nous avons parlé tout à l'heure de la prophétie du Mpodol Ruben Oumiobe. Mon message est simplement de vous dire, en chacun d'entre vous sommeille le vrai Mpodol, le vrai Oumiobe, le vrai défenseur des libertés, le vrai messager et le vrai libérateur du Cameroun. Ma simple mission en tant que président de la République, c'est de travailler à faire éclore cette énergie qui nous caractérise, le Lion Spirit, le Hemle, la puissance camerounaise, afin que nous puissions définitivement transformer l'avenir de notre pays en nous débarrassant de ce régime qui nous a fait tant souffrir depuis 42 ans. C'est notre moment, c'est le moment de la nouvelle génération de Camerounais, c'est le moment de chacun d'entre vous. Prenons notre responsabilité, construisons la vague de libération de notre pays, prenez connaissance de notre projet, faites-moi confiance, rejoignez nos rangs et ensemble écrivons la nouvelle page de l'histoire d'un Cameroun bien gouverné, d'un Cameroun puissant et d'un Cameroun conquérant. C'est notre moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir le site internet pour ceux qui veulent? Oui, bien sûr. www.mp3cameroun.cm. Cameroun en anglais, avec 2 O. Et sur toutes les plateformes digitales, MP3 Cameroun, nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas, notre projet de société est disponible sur notre site internet. Notre manifeste pour l'élection présidentielle également. Le programme détaillé sera disponible dans quelques semaines. Nous avons un numéro WhatsApp, je ne l'ai pas de mémoire, mais vous le trouvez sur toutes nos plateformes. N'hésitez pas à nous contacter. On va écrire merci, je vais te sur la l'envoyer. vidéo. Merci beaucoup. Sans faute. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Congossa. Merci beaucoup, merci TV. à tous de Congossa TV. Merci. Et j'espère que le prochain entretien, ça sera à Etoudi. Je serai heureux de t'inviter dès le soir de mon élection à la tête de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez scotchés sur Congossa TV présidentielle 2025. Cliquez, likez, partagez. Surtout, donnez vos avis sur les candidats. Et n'oubliez pas, allez vous inscrire. Le moment venu, allez voter. Surveillez vos votes. Merci, on est ensemble. Merci. Ce programme vous a été présenté par Ma.